Au début du XXe siècle, l'Europe semble puissante, organisée, sûre d'elle. Les grandes capitales brillent. Les empires s'affichent confiants. Officiellement, la paix règne. Mais derrière les façades diplomatiques, une autre réalité s'installe lentement, une réalité que beaucoup voient venir. Une réalité que presque personne ne veut arrêter. Dans les chancelleries, les rapports s'accumulent. Les alliances deviennent rigides. Les discours se durcissent. Les diplomates parlent de tensions irréversibles. Les généraux évoquent des scénarios de guerre totale. Les dirigeants savent que le moindre incident peut mettre le feu à tout le continent. Ils le savent. Et pourtant, ils continuent d'avancer. Chaque capitale observe les autres. Chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Personne ne veut paraître faible, car reculer serait reconnaître une peur. Et dans une Europe obsédée par l'honneur et la puissance, la peur est inacceptable. Les avertissements existent, ils sont clairs, ils sont précis. Certains parlent d'une guerre qui ne ressemblera à aucune autre. Une guerre industrielle, une guerre longue, une guerre qui détruira des générations entières. Mais ces avertissements dérangent. Ils menacent l'équilibre fragile des pouvoirs. Alors on les classe, on les minimise, on les oublie volontairement. Dans les salons feutrés, on continue de parler de stratégie comme d'un jeu. On pense encore pouvoir contrôler l'escalade. On croit que les conflits resteront limités, que la diplomatie interviendra à temps. Cette illusion est partagée. Elle rassure. Et surtout, elle évite de prendre des décisions impopulaires, car empêcher la guerre aurait demandé du courage, du renoncement, des concessions visibles, et aucun dirigeant n'est prêt à en payer le prix politique. Alors on choisit l'attente, on choisit le silence, on choisit de laisser les événements suivre leur cours. L'Europe marche ainsi vers un point de non-retour, lentement, presque calmement, sans cris, sans panique. Les peuples, eux, ignorent encore ce qui se prépare. Ils font confiance, ils croient que leurs dirigeants maîtrisent la situation. Ils se trompent, et lorsque l'étincelle surgira enfin, beaucoup diront qu'ils ne pouvaient pas savoir. Mais la vérité est plus dérangeante. Ils savaient, et ils ont laissé faire. Lorsque la première crise éclate enfin, elle ne prend pas les dirigeants par surprise. Elle confirme ce qu'ils redoutaient depuis longtemps. Les télégrammes se succèdent, les réunions se multiplient. Les décisions sont rapides, presque mécaniques, comme si tout avait déjà été répété à l'avance. Chaque capitale agit selon un réflexe appris. On mobilise pour se protéger. On menace pour dissuader. On rassure l'opinion publique tout en préparant l'irréversible. Personne ne parle encore de guerre mondiale. Chacun prétend défendre la paix. Mais chacun avance avec des armes. Les dirigeants se convainquent qu'il est encore possible de contenir la situation, que les alliances feront peur, que la démonstration de force suffira. Cette croyance est dangereuse. Elle transforme la prudence en rigidité, et la rigidité en engrenage. Les avertissements continuent pourtant d'arriver. Certains diplomates supplient, ils parlent d'un effet domino, d'un système trop tendu pour résister à un choc. Ils demandent du temps, du dialogue, des compromis. Mais ces voix sont perçues comme faibles, naïves, déconnectées de la réalité du pouvoir. Alors on accélère, on mobilise plus vite que l'autre. On répond à chaque geste par un geste plus fort. Chaque décision est justifiée par la peur de perdre l'avantage. Et dans cette logique, reculer devient impossible, même lorsque l'on comprend que la situation échappe au contrôle. Ce qui frappe, c'est le calme apparent. Il n'y a pas de panique, pas de cris. Les documents sont signés avec sérieux. Les ordres sont transmis avec discipline. Tout semble rationnel, administratif, presque banal. Et c'est précisément ce qui rend la situation si dangereuse. Car la guerre ne commence pas dans le chaos, elle commence dans l'ordre. À ce moment précis, plusieurs dirigeants savent déjà que la machine est lancée, qu'elle ne s'arrêtera pas facilement, que les peuples paieront le prix. Mais personne ne veut être celui qui dira stop, celui qui portera la responsabilité d'un recul, celui qui sera accusé de faiblesse. Alors chacun avance, même en sachant où cela mène. La décision n'est plus vraiment une décision, c'est une fuite en avant. À partir de ce moment, quelque chose change profondément. Ce n'est plus une crise parmi d'autres. Ce n'est plus une tension que l'on peut apaiser par des mots ou des compromis. Le système est lancé, et chacun commence à le comprendre, même s'il n'ose pas encore le dire à voix haute. Les décisions s'enchaînent avec une rapidité troublante. Chaque gouvernement agit pour ne pas être pris de court. Chaque mobilisation est présentée comme défensive. Chaque ordre est justifié par la nécessité de protéger la paix. Mais derrière ces justifications, la logique est la même partout. Ne pas reculer, ne pas céder, ne pas paraître faible. Dans les capitales, certains responsables réalisent que le point de non-retour est proche.
Ils sentent que la mécanique diplomatique s'est transformée en engrenage, qu'une décision entraîne une autre, que chaque geste appelle une réponse plus forte. Pourtant, même à cet instant, personne n'ose arrêter le mouvement, car arrêter maintenant aurait un coût immense. Il faudrait reconnaître des erreurs, rompre des alliances, affronter l'opinion publique, admettre que tout cela aurait pu être évité. Et pour beaucoup, cette vérité est plus effrayante que la guerre elle-même. Alors on continue, on accélère même parfois par peur que l'autre n'avance plus vite. Les télégrammes se croisent, les ultimatums se durcissent, les armées se déplacent sans bruit, presque méthodiquement. Tout se fait dans un calme administratif glaçant. Ce qui frappe, c'est l'absence de panique. Il n'y a pas de cris, pas de chaos. Les décisions sont prises autour de tables, dans des bureaux feutrés, avec des phrases mesurées et des signatures élégantes. La catastrophe se prépare dans la politesse et la discipline. À cet instant précis, plusieurs dirigeants savent déjà que le conflit ne sera pas court, qu'il ne sera pas limité, qu'il détruira bien plus que des frontières, mais ils se convainquent qu'il est trop tard pour revenir en arrière, que la responsabilité est désormais collective. Dilution parfaite de la culpabilité. Ainsi, la guerre ne commence pas par une explosion. Elle commence par un renoncement silencieux. Le renoncement à dire non, le renoncement à arrêter la machine, le renoncement à assumer la paix. Et lorsque les peuples comprendront enfin ce qui a été décidé en leur nom, le processus sera déjà irréversible. Le monde a basculé, non pas dans le chaos, mais dans une certitude froide. Lorsque la guerre devient inévitable, le discours change. Les dirigeants ne parlent plus d'éviter le conflit, mais de le justifier. On invoque l'honneur, la nécessité, la défense. Chaque camp affirme n'avoir pas eu le choix. Et peu à peu, cette version s'impose comme une évidence. Les peuples découvrent la réalité par fragments. Des annonces officielles, des affiches, des journaux qui parlent de mobilisation et de devoir. Beaucoup ne comprennent pas encore l'ampleur de ce qui arrive. Ils font confiance. Ils croient que leurs dirigeants savent ce qu'ils font, que les sacrifices seront limités, temporaires. Mais très vite, les premières conséquences apparaissent. Les trains partent, les familles se séparent. Les villes se vident de leurs hommes. Tout se fait rapidement, presque sans réflexion. La machine, une fois lancée, ne laisse plus de place au doute individuel. Dans les capitales, certains responsables observent la situation avec une inquiétude nouvelle. Ils comprennent que ce conflit ne pourra pas être contrôlé comme les précédents. Les alliances se révèlent rigides. Les plans trop mécaniques, les stratégies trop optimistes. Pourtant, personne n'ose encore parler d'échec. Car reconnaître l'erreur maintenant signifierait assumer des millions de vies perdues pour rien. Alors on continue, on adapte les discours, on promet des victoires rapides, on minimise les pertes. La vérité devient secondaire face à la nécessité de maintenir l'adhésion. La guerre s'installe, elle n'est plus une menace, elle devient une réalité quotidienne. Et avec elle, une certitude s'impose lentement. Ce qui a été déclenché par des décisions politiques dépasse désormais ceux qui l'ont initié. À ce stade, le chaos n'est pas encore visible partout, mais il est déjà présent dans les esprits, dans la peur, dans l'attente, dans la résignation. Ce qui devait être évité est désormais accepté. Et ce qui était impensable devient normal. Lorsque le monde comprend enfin l'ampleur de ce qui a été déclenché, il est trop tard pour chercher des responsables clairs. Les décisions se sont empilées, les signatures se sont multipliées, les responsabilités se sont diluées jusqu'à devenir presque invisibles. Les dirigeants qui savaient se taisent désormais derrière l'histoire. Ils parlent de circonstances, de contraintes, de fatalité. Ils expliquent que personne ne pouvait prévoir une telle ampleur, que les événements ont échappé à tout contrôle. Mais cette version rassurante ne résiste pas longtemps à l'examen, car la guerre n'est pas née d'un accident soudain. Elle est née d'une suite de choix, de silences répétés, de compromis refusés, de vérités mises de côté parce qu'elles dérangeaient trop. Elle est née du confort du statu quo et de la peur de paraître faible. Les peuples, eux, paient le prix. Les pertes s'accumulent, les villes se transforment, les sociétés changent à jamais. Ce qui devait être une démonstration de force devient une destruction sans précédent. Et ceux qui avaient promis le contrôle découvrent leur impuissance. Avec le recul, une évidence s'impose. La catastrophe n'a pas commencé sur les champs de bataille. Elle a commencé bien avant, dans des bureaux calmes, dans des réunions feutrées, dans des décisions prises sans jamais imaginer leurs conséquences humaines. L'histoire retiendra les dates, les traités, les batailles. Mais elle oubliera souvent l'essentiel. Elle oubliera que tout cela aurait pu être évité,
que la guerre n'était pas inévitable, qu'elle a été acceptée avant d'être subie. Et c'est toujours ainsi que le monde bascule, pas dans le bruit, mais dans le silence. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres récits historiques qui ont changé le cours du monde.